je suis extrêmement ravie de reprendre des interviews d'artistes, et quel honneur de rencontrer l'artiste qui est à mes côtés, Vincent Lermé. Nous sommes au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo et j'ai à côté de moi un accordéoniste absolument exceptionnel, j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté dans le cadre de cette création de Gérard Pesson, chante en morse durable. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander comment vous sentez-vous après cette interprétation que vous nous avez offerte. Alors c'est un mélange d'émotions assez fortes. D'abord un soulagement parce que je crois qu'avec la période qu'on a vécue, il y a tout un historique avec ce concerto puisqu'il devait être créé il y a tout juste un an, le 5 avril 2020. La création a été reportée pour des raisons évidentes. Et puis il y a eu toute cette année des tonnes d'incertitudes. Est-ce que le festival serait maintenu? Est-ce qu'on serait encore enfermé à double tour? Voilà, donc jusqu'au dernier moment, en fait, jusqu'à même... j'ai pris l'avion hier, jusqu'au moment de prendre l'avion, je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir donner cette création? Ensuite, dès que j'ai reçu la musique, il y a un an, je savais que c'était quelque chose de très inattendu et de très singulier. Donc j'aimais déjà cette musique et donc on l'a découverte avec l'orchestre il y a quelques jours. Et le fait de pouvoir la donner en public aujourd'hui, c'est des émotions très fortes. Et puis là, le concert vient de se terminer, donc c'est une sorte de boule d'énergie qui part et puis vous vous sentez tout de suite là un peu vidé, quoi. Surtout, comme vous venez de le dire, donc jusqu'à hier, à l'intérieur de l'avion même, vous ne saviez pas non, puisque il peut y plus... Du coup, il y a une sorte d'énergie qui se vide. Oui, il y a une tension, oui. Une tension... Et je crois que c'est très intéressant parce depuis qu'on est petit, qu'on fait de la musique, on apprend à se produire en public, on apprend à avoir une méthode pour préparer ses concerts. Chacun a ses petits trucs. Mais là, vous avez des éléments extérieurs à vous-même. C'est-à-dire que c'est plus je doute sur mes notes. Non, j'ai des éléments extérieurs qui embêtent la vie. Donc c'est un test psychologique aussi pour voir si on est assez fort. Donc c'est intéressant. Mais très honnêtement, je pense que ça ira une fois, quoi. Est-ce que ça a influé sur votre manière d'interpréter, de jouer, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrivait à vraiment gérer l'imprévu, l'inattendu? Oui. Pour le coup, j'ai la chance d'avoir une concentration, c'est-à-dire que je suis là, et par exemple dans les concerts, quand vous avez des enfants qui courent, je ne m'en aperçois pas en fait. Donc voilà, on est là tout de suite, on s'est préparé. Bien sûr, ce matin, j'ai pas fait... on a fait la répétition, mais depuis 2-3 jours, il n'y a que le concerto, il n'y a rien d'autre. Donc il faut, dans la tête, savoir faire un petit peu le vide pour être complètement présent au moment où ça va avoir lieu. Alors, rare est pour moi le fait d'interviewer des accordéonistes, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette rencontre. Comment c'est venu l'idée de tomber amoureux de cet instrument? Peut-être qu'on peut rapprocher aussi, qui est là. Est-ce que c'est possible de oui, bien sûr. Un petit peu pour qu'il paraisse à la caméra? Voilà. Il est absolument fabuleux, on dirait presque un bijou. Oui, c'est vrai. Ça un bijou vivant, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. En fait, je crois que l'accordéon, c'est assez étonnant parce que c'est presque un instrument de vocation, je dirais. C'est-à-dire que je vois certains élèves que j'ai, ceux qui viennent, qui ont 5-6 ans, ils savent que c'est ça qu'ils veulent faire. Après, vouloir en faire son métier, c'est autre chose, mais il y a de l'ordre d'une attraction au son, quelque chose de magique qui se passe quand on l'entend. Et moi, qui suis auvergnat, on a une tradition dans cette région, l'Auvergne et le Limousin, et donc j'avais entendu de l'accordéon et j'étais fasciné de pouvoir jouer vite sur un clavier aussi petit. Voilà, donc ça a été vraiment le point de départ. Après, j'ai pas tout de suite voulu en faire mon métier parce que j'étais passionné d'histoire et donc
j'étais plus peut-être destiné à faire de la conservation du patrimoine, être directeur de musée que musicien. Et puis un jour, j'étais dans un concours international en Slovaquie, j'entends 2 Russes qui jouent une transcription à 2 accordéons de Casse-Noisette de Tchaïkovski. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et je me suis dit, pouf, et c'était ces espèces d'instants comme ça où votre vie bascule sur quelque chose, voilà. Donc c'est à l'âge de 16 ans, j'ai voulu vraiment pousser dans l'accordéon. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est la musicalité? Est-ce que ce sont effectivement l'instrument? Ou est-ce que ce sont ces 2 personnes qui vous ont quelque part... Je pense que c'est de la musicalité. Il y a quelque chose de très respiratoire, très organique, très physique dans l'accordéon. C'est une sorte de prolongement de vous-même, peut-être. Peut-être. Alors c'est exactement ce que j'ai pu observer effectivement quand vous avez joué. On avait l'impression que c'était quelque part une partie de votre corps très vivante, oui. Très harmonieux aussi, très vivant, surtout au moment où il y avait cette espèce de souffle, comme un corps qui respirait. C'est magnifique, hein, c'est extraordinaire, oui. Et justement, ça c'est des choses que on a du mal à imaginer parce que l'accordéon c'est quand même quelque chose que l'on a pu rencontrer à mon époque, quand j'étais jeune, dans des balles, musettes, où on dansait la valse, etc. Oui. Donc très populaire, et là tout de suite c'est sacralisé. Oui. Non, c'est sûr. En même temps, c'est un instrument, ce que je trouve merveilleux dans les musiques traditionnelles, c'est l'instrument qu'on retrouve pratiquement dans les musiques traditionnelles de tous les pays du monde. Enfin, c'est incroyable. Il y a le lien avec la nature, avec la terre. Et je crois que la nature peut être sacrée aussi. Et cette respiration, j'aurais été très intéressé d'être dans le public à ce moment-là, parce que quand on l'a fait la première fois avec l'orchestre en répétition, je me suis dit, symboliquement, dans la période qu'on vit, on ne peut pas respirer en fait. Et vous avez un accordéoniste qui ne peut pas respirer, mais il respire au travers de son instrument. Et vous avez les musiciens d'orchestre qui font ces souffles. Donc, masqué. Voilà, masqué. Donc c'est la respiration qui sort par l'instrument, et c'est vrai que c'était très symboliquement très fort. C'est ça, je crois que c'est. Alors il a fini le concerto avant les premiers confinements, mais je crois qu'il y avait cet ordre. C'était dans l'air puisque on savait que ça tournait mal déjà en décembre 2019. Donc il a peut-être inconsciemment pensé à ça, Gérard Pesson. Comment vous vous sentez quand on fait appel à vous en tant que soliste, justement, pour une création toute récente, pour la présenter au public? Qu'est-ce qu'on peut ressentir en tant que... Alors, je dirais je dirais 2 choses qui me viennent à l'esprit. Honneur et responsabilité. Parce que c'est vrai que vous êtes privilégié, parce que vous êtes la première personne à avoir accès à la musique. Personne à la partition, sinon vous. Et donc, c'est une espèce de secret que vous ne pouvez pas dévoiler, qui sera dévoilé qu'au moment du concert. Et puis responsabilité, pour plusieurs choses. Responsabilité, c'est-à-dire de donner le meilleur de soi pour que la musique puisse être entendue du mieux possible. Je crois que dans la création contemporaine, les musiciens doivent faire les mêmes efforts que dans des musiques qu'on a plus l'habitude d'entendre, comme Bach, Mozart ou Schumann par exemple. C'est-à-dire faire un travail sur les affects. En quoi, pas seulement jouer des notes ou jouer des rythmes, mais travailler sur est-ce que ces musiques sont dansées. Il y a des moments dans la pièce, pour moi c'est des danses, il y a des sortes de jeux, c'est très corporel, très sensuel. Donc aller au fond des choses pour que le public puisse avoir accès à la musique d'aujourd'hui comme elle est écrite, et non pas seulement quelque chose où il y a juste des notes et du rythme et on va dire tiens, c'est de la musique contemporaine, on comprend rien, on s'est ennuyé quoi. Non, il y a vraiment ça. Et puis quand on est accordéoniste, on a toute une histoire, et des concertos pour accordéon, c'est même pas tous les ans qu'on en fait. Donc vous avez ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un cadeau, c'est un bijou, et donc il faut s'en montrer digne pour que ça se reproduise
pas seulement pour soi-même, mais pour les autres. Et en même temps, on a le sentiment que c'est un instrument qui pourrait s'adapter à beaucoup de répertoires, la manière peut-être dont vous vous en servez. Là, c'est vrai que vous nous l'avez fait danser, vous nous l'avez fait respirer, vous nous l'avez fait jouer. Oui. Comment vous vous adaptez justement en fonction des répertoires qui vous sont proposés? Est-ce que vous avez le sentiment justement ce répertoire s'élargit de plus en plus? Oui, en fait, ce qui est magnifique, moi je trouve, en tant qu'accordéoniste, c'est que vous n'avez pas de chemin tracé. Quand un violoniste va au conservatoire, on lui dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, il a le rêve de devenir soliste. Voilà. Beaucoup de gens sont déçus, ça fait des frustrations. Nous, on n'a pas de chemin tracé, donc si vous êtes courageux, vous pouvez créer votre chemin. Et alors, quand vous voyez toutes les musiques qui sont à votre disposition, mais c'est incroyable, c'est-à-dire on a vraiment la possibilité de regarder ce que l'on aime profondément faire et de le faire. Et personne ne va vous dire « Ah tu as joué de la musique contemporaine et puis le lendemain tu as fait une valse musette ou tu as joué de la musique baroque ». Moi je suis fan de musique baroque par exemple. J'ai toujours rêvé d'avoir un ensemble avec des instruments de musique ancienne et puis on a créé avec ma collègue violiste Marianne Muller un ensemble comme ça. On a déjà fait un disque, là on a enregistré l'intégrale de l'art de la fugue, c'était un rêve de Jean-Sébastien Bach, un rêve. Et donc, voilà, je crois que cet instrument, il permet de faire des essais, et on voit si ça marche, et il est tellement plein de ressources, et je pense que quand on le fait avec du cœur, ça ne peut qu'être authentique, honnête. Après, voilà, on n'est pas maître de son destin, mais je crois que ça donne de grandes joies en tout cas. D'ailleurs, je crois que vous avez fait une recherche, une thèse, j'ai vu ça, oui, sur la recherche du répertoire, l'intégration de l'accordéon à travers le répertoire de la musique contemporaine, c'est oui, ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là, justement? C'est pour le faire reconnaître, pour faire reconnaître sa popularité? Je crois que les questions de légitimité, en fait, elles sont au cœur des démarches des accordéonistes, mais en fait, je me demande si elles ne sont pas au cœur des démarches de tout humain, c'est-à-dire pourquoi je suis là et à quoi ça sert ce que je fais en fait. Moi j'ai fait mes études en Finlande, à l'Académie Sibelius, et quand je suis arrivé en France, j'entendais beaucoup de gens qui disaient l'accordéon ceci, l'accordéon c'est pas assez cela, il n'est pas reconnu, voilà. Et c'était une démarche militante de montrer que si on se creuse un petit peu l'esprit, si on va regarder ce qui se passe, il y a quand même énormément d'accordéonistes avant nous qui ont fait un travail magnifique auprès des institutions, auprès des conservatoires, auprès des festivals, auprès des compositeurs, pour l'intégrer dans toutes sortes de choses. Et donc dans cette thèse, il y a une base de données qui a été faite, qui a donné lieu à plus de 10 000 œuvres composées pour accordéon dans toutes sortes de formations sur le plan international. Et alors, la France, par exemple, puisqu'on n'en est pas loin, c'est à peu près 10% de toute cette production. Donc la France n'est pas en retard. Voilà, je trouve que on a toujours une façon de cloisonner les choses, mais le décloisonnement, vient peut-être va venir d'une certaine curiosité de regarder qu'est-ce qui se passe chez autres que soi-même, chez les gens avant nous. Et c'est vrai que certaines générations avant nous n'ont pas été aussi reconnues que nous, mais elles ont fait un travail magnifique, donc il faut s'en faire le témoin aussi. Et là, quelque part, comme vous dites, vous décloisonnez avec l'accordéon, parce que vous faites intégrer un accordéon dans un orchestre de musique classique, notamment là avec un orchestre de musiciens interprètes d'instruments historiques, d'autant plus. Quelque part, ça interpelle et que ça donne envie de venir découvrir et peut-être de décloisonner, de populariser. Oui, absolument. Je crois que
les humains sont curieux par nature. Et les publics aussi. Après, un public se forme et c'est aux institutions de proposer un éclectisme. Et je crois que les publics suivent. Et le travail qu'a fait Marc Monet pendant toutes ces années est absolument magnifique. Parce que y a une sorte de circulation entre les arts, entre les publics, les lieux, le lien avec la jeunesse, avec les conservatoires, la création qui est intégrée aux grandes œuvres du répertoire. C'est très important parce que sinon on a des ghettos, on a des musiciens classiques qui jouent des répertoires je sais pas, du 18e au 19e siècle, des musiciens contemporains qui jouent de la musique du 20e et 21e, des musiciens baroques, mais je crois que la musique, elle doit être vraiment... universelle. Oui, mais vraiment universelle, pas au sens que occidental, mais vraiment... Intemporelle. Voilà, c'est ça, je crois, intemporelle, oui. Et du fait que vous aviez envie de devenir conservateur du patrimoine, et quelque part, est-ce que vous êtes, j'imagine, fortement intéressé sur l'histoire de l'accordéon Oui, bien sûr. Mieux comprendre l'instrument que vous teniez dans vos bras, si j'ose dire. Oui, je me suis beaucoup intéressé et je dois avouer que je découvre toutes sortes de choses. Ce qui est fascinant, c'est comment, parfois, on arrive à occulter certaines informations. Et certains se font l'acteur de choses qui sont occultées parce que une histoire raccourcie, ça va plus vite et ça fait plaisir. Mais par exemple, quand on dit, voilà, l'accordéon, il était populaire, c'est son histoire, faut pas le rejeter, c'est vrai, mais c'est faux, parce que à l'origine, dans les années 1830, il a été intégré dans les salons parisiens où on jouait les airs d'opéra à la mode. Et donc, les choses sont jamais si simples, et je trouve que c'est bien. Il y a certains accordéonistes en France qui ont fait beaucoup de recherches, et il y a des choses passionnantes qui ont été occultées. Donc, je pense que voilà, je m'y intéresse, je m'y suis intéressé, je continue à m'y intéresser. Je m'aperçois que voilà, quand on dit vous êtes novateur, pas tant que ça, quoi. Parce que. Vous êtes ambassadeur, peut-être. Oui, je pense que c'est plutôt ça, et je tiens vraiment à me faire le témoin de gens qui étaient avant moi et qui ont fait des choses magnifiques sans être peut-être reconnus, quoi. Et c'est ce que vous racontez aux élèves pour qui vous enseignez ? Oui, tout le temps, c'est-à-dire je suis absolument intransigeant sur la curiosité. C'est-à-dire de multiplier les sources quand on va regarder quelque part, on essaye de regarder autre part. On essaye de voir que les choses ne sont pas si simples, les choses sont complexes. C'est pas on-off, c'est pas oui-non, c'est la vie est multiple et diverse, quoi. Vous avez parlé de nature tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous inspire particulièrement, c'est quelque chose qui vous ressource particulièrement ? Alors, jusqu'à il y a quelques années, non. Mais moi, j'ai eu un voyage au Mexique. En 2016, j'ai été jouer avec un orchestre et ça a été bouleversant parce que j'ai fait l'expérience d'un peuple qui est très connecté à une histoire millénaire, mais à des sortes d'énergie de la Terre. Je ne fais pas de l'ésotérisme, je ne suis même pas là-dedans, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe que nous, en Europe, on a perdu. Et je crois que cette connexion avec les ancêtres, ils ont ce lien avec la mort qui n'est pas du tout tabou. On va déjeuner sur la tombe du mort en lui apportant le plat préféré, quoi. Il y a une joie de ça. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. Et depuis ça, j'ai d'ailleurs fait un projet sur les Aztèques, sur la langue des Aztèques, qui est encore parlé aujourd'hui. Et depuis ce projet-là, je crois que je ne marche plus dans la nature française pareil. Et je ne vois plus pareil, je n'entends plus pareil. Et ça a été un bouleversement total, quoi. Donc je n'étais pas attaché à la nature du tout. Et maintenant,
je la sens très forte, et c'est même pas du tout une histoire de choses écologiques, parce que aujourd'hui on parle d'écologie, mais on le parle sans le sentir forcément, mais je crois que c'est plutôt la relation entre l'humain et la nature, comment on l'embrasse, comment on la respecte, comment on est avec elle. Et c'est ça qui est important, je crois. Est-ce que vous avez une visibilité sur les prochains mois de concerts, d'activités musicales? Est-ce que vous continuez dans l'enseignement, ou il y a des choses qui sont... Comment vous imaginez les prochains mois? Alors, est-ce que c'est une question qu'il faut poser ou pas? C'est délicat. C'est étonnant parce que la période n'a jamais entaché ma joie de faire de la musique. Donc je suis très heureux de ça, ni ma joie de la partager. Donc je crois que ce que j'ai vraiment envie d'être, c'est d'être quelqu'un qui transmet à des publics. Je pense que les concerts en ligne, ça va bien 2 minutes, mais ça n'a aucun sens. Il faut... je pense qu'il va falloir, même sur le plan politique, qu'on investisse tous les lieux, quels qu'ils soient, d'aller avec les gens. C'est peut-être quelque chose à faire, et que tout circule, l'enseignement, le partage de répertoire, de toutes ces choses. Moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Et des projets d'enregistrement? Oui, alors, bien, on a justement le 2 juillet prochain la sortie du disque chez Harmonia Mundi de l'art de la fugue avec les Inattendus, mon ensemble. Alors c'est un mot que vous aimez bien, je crois, Inattendu, ça fait 3 fois. Oui, c'est le nom de l'ensemble. Vous l'avez dit. Voilà, c'est ça. Vous avez baptisé votre ensemble. Voilà, les Inattendus, voilà, c'est ça. Donc c'est un projet magnifique, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, donc ça va sortir. Je suis très heureux de ça. J'ai participé à 2 monographies de compositeurs contemporains qui vont sortir cette année. Et puis j'ai préparé tout un projet autour de Bach et l'Italie, parce que pendant le premier confinement, j'ai eu envie de danser, de soleil, de voyager. Et donc j'ai fait tout un projet de ces concertos italiens que Bach a arrangés des maîtres de l'époque de Vivaldi, Marcello. Et donc c'est extraordinaire à l'accordéon parce que ça danse de partout, c'est plein de soleil. Et vu que j'adore l'Italie, ça me permet de voyager avant de pouvoir y aller. Et puis j'espère qu'on pourra l'enregistrer, ce concerto de Gérard Pesson, parce que je pense que ça donnerait quelque chose de très beau. Et pour terminer sur le soleil, c'est aussi une source d'énergie, de connexion aussi, donc quelque part. Oui. On a besoin de votre musique pour nous ensoleiller. Bon, si ça donne du soleil, j'en suis ravi en tout cas. Merci infiniment Vincent. Merci à vous, un plaisir.